Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un jeu qui date déjà d'il y a un petit bout de temps. Ça doit faire une bonne dizaine d'années, facile, qu'il est sorti. En fait, je voulais vous parler de Star Wars aux confins de l'Empire. Alors, pourquoi aujourd'hui? Tout simplement parce que mes joueurs m'ont demandé de leur faire quelques parties de Star Wars. Et donc, l'occasion faisant le larron, après avoir relu les règles, je vous propose une petite présentation du jeu. Alors, à noter que, effectivement, vous allez me dire, mais pourquoi tu joues pas à celui-ci? Tout simplement, vous voyez, celui-ci est absolument tout neuf, il est couvert, machin, il a pratiquement jamais été ouvert. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, quand il est sorti, en fait, à mon groupe de joueurs et à moi, il nous a largement pas convaincus. Donc aujourd'hui, en fait, je vous parle de Star Wars aux confins de l'Empire, donc un jeu de chez FFG, de Edge, enfin traduit par Edge, sorti effectivement en 2012-2013, je crois. À noter quand même que il a régulièrement, je trouve, des problèmes d'approvisionnement, surtout sur l'ensemble de la gamme, que ça soit celui-ci, les autres de la gamme, les scénarios, etc. D'ailleurs, il y en a qu'on ne trouve plus. Les kits d'initiation, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une réimpression, Disney doit donner son aval, même si, a priori, le fichier d'impression n'a pas changé. Mais c'est comme ça, du coup, ça étire les délais d'une manière assez pharaonique, et donc on aura quand même quelques soucis de, d'approvisionnement, on va dire. Voilà, donc aujourd'hui, c'est Star Wars aux confins de l'Empire. Alors Star Wars aux confins de l'Empire nous vient dans un superbe ouvrage, je dis vraiment superbe parce que à tout point de vue, les illustrations, le contenu sont vraiment de très très bonne qualité. On se retrouve dans un bouquin de plus de 400 pages, il y a 440 pages avec l'index grosso modo. Et donc, vous voyez à l'intérieur, en fait, il est vraiment bourré d'illustrations. Là, vraiment, on a au niveau de la présentation, c'est quand même, c'est vraiment chouette. Quand vous regardez le bouquin en lui-même, vous avez énormément d'illustrations, quasiment, alors, je ne vais pas dire à toutes les pages, mais on n'en est pas loin. Et franchement, c'est vraiment du beau matos. Alors, le reproche que je leur ferai, c'est le reproche habituel du papier glacé, mais bon, ça, bref. Donc, vous voyez, très lisible, deux colonnes, pas mal de tableaux de rappel, pas mal de petits encarts, en fait, qui vous permettent enfin, surtout sur la partie Atlas, qui vous permettent de vous donner quelques idées si vous n'en avez pas. Donc en tout cas, sur la forme, c'est vraiment très très chouette. Ça, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment une belle réussite à ce niveau-là. On n'attendait pas franchement moins sur un produit Star Wars, on est bien d'accord. Alors maintenant, je vais vous parler de ce qu'on joue et de ce qu'on ne joue pas. Alors dans Star Wars, aux confins de l'Empire, en fait, vous vous retrouvez, comme son nom l'indique, aux confins de l'Empire, en sachant qu'il y a un, deux, trois autres, enfin surtout deux, le troisième c'est plus de 5 kits d'initiation. Bref, on a l'âge de la rébellion, on a Force et Destinée qui eux traitent des sujets différents. Parce qu'au confins de l'Empire, qu'est-ce qu'on va traiter? On va traiter les vauriens, les contrebandiers, les mecs en fait qui sont à la marge en fait de l'Empire. D'ailleurs en fait, ça va se passer vraiment aux confins de la galaxie, là où l'influence de l'Empire est plus faible, on va dire, et comment dire, ce qui va pour moi donner le plus d'opportunités à vos joueurs enfin aux personnages, puis à vos joueurs aussi de briller et d'avoir le plus de liberté possible. Parce que l'âge de la rébellion, par exemple, lui, va traiter effectivement de la rébellion comme son nom l'indique, mais on va se retrouver vraiment
et surtout dans des opérations militaires d'espionnage, etc., là, vous pouvez avoir des opérations qui ont absolument rien à voir avec la rébellion, absolument rien à voir à l'Empire. Vous pouvez jouer des voleurs, vous pouvez jouer des contrebandiers, vous pouvez jouer des malfrats. Bref, tous ces personnages qui gravitent un peu autour de la galaxie Star Wars. Et ça, moi, je trouve que ça permet justement de varier un peu les parties. Enfin, c'est mon point de vue. À noter que les autres bouquins de la gamme, mais je viendrai après, sont absolument tous compatibles l'un dans l'autre, donc vous pouvez faire un mix si vous voulez. Donc, vous voyez, vous allez, alors au niveau de ce que vous pouvez jouer, alors on va parler peut-être au niveau de ce que vous pouvez jouer des races, parce qu'en fait, c'est un peu le défaut de la gamme de Star Wars, c'est-à-dire qu'ils ont un peu saupoudré tout l'univers sur les 3 bouquins. Alors, côté mercantile, je comprends, côté joueur, c'est un peu plus chiant, parce que à la limite que vous voulez, par exemple, là j'ai un joueur qui va jouer un Bardak, bah, le Bardak, il n'est pas là. Le Bardak, il est dans Force et Destinée, je crois. Hein, le peuple n'est pas dans aux confins de l'Empire. Mais par contre, l'avantage, c'est que vous prenez Force et Destinée, vous prenez l'espèce en question et vous pouvez la jouer parce que le système est à 100% compatible, c'est le même. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qu'on a en termes de personnages, vous allez pouvoir jouer de races de personnages, d'espèces. Vous allez pouvoir jouer les humains, les Rhodiens, les Trandosiens. Vous allez pouvoir jouer les Twi'lek, vous pourrez jouer les Wookiees. En gros, les Vla, donc vous en avez, là, vous en avez 4. Vous avez les 4 là et les 4 là. Ensuite, dans chaque bouquin, vous pouvez aussi jouer des droïdes, c'est à noter quand même. Donc, vous pouvez jouer 4, 8, oui, 4, 8, 8 races différentes, 8 espèces différentes. En sachant que vous n'avez pas 8 espèces différentes dans chaque bouquin, parce qu'il y en a bien sûr qui se recoupent, genre les humains sont dans les 3 bouquins. Mais là, on vous parle de confins de l'Empire. Là, ce que vous allez pouvoir jouer. Et ensuite, au niveau des archétypes, je viendrai après comment ça marche, mais vous avez en archétype, vous avez les chasseurs de primes, vous avez les colonistes, vous avez, alors ça regroupe un tas de professions différentes, hein, bien entendu, vous avez l'explorateur, vous avez quoi d'autre, alors on va arriver au contrebandier ou quelque chose comme ça, je suppose, le mercenaire, vous avez quoi d'autre, vous avez le contrebandier, le technicien, et voilà. Donc en fait, vous voyez, vous avez un certain nombre d'archétypes qui vont vous allez choisir là-dedans et ça va vous donner une grande ligne de personnages. Donc voilà. Donc en fait, au niveau de Star Wars, là ce que vous allez jouer, voilà quand on va jouer, normalement la temporalité est prévue pour être jouée en gros entre la destruction, si je me trompe pas, c'est entre la destruction de la première étoile noire. En gros, à peu près au 2e film, hein, vous voyez, au chapitre 5, on va dire. Bien. Alors moi, je ne vais pas le jouer là. Par contre, effectivement, hein, on vous explique que vous pouvez le jouer à peu près quand vous voulez. Moi, je vais le jouer juste avant, en fait, avant la destruction de la première étoile noire, avant l'Empire est là, la rébellion n'est peut-être encore qu'embryonnaire. Je vais jouer un peu là-dessus, quoi. Donc voilà, en tout cas, vous avez la timeline. Mais en fait, si vous jouez les timelines officielles ou pas, on s'en fout, hein, parce que vous n'avez pas grand-chose. Que vous jouiez avant la première destruction de l'étoile noire et au moment de l'Empire contre-attaque, par exemple, il n'y a pas de différence énorme, et donc en fait, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Alors, ce qu'on ne peut pas jouer, donc vous n'allez pas jouer, par exemple, vous n'allez pas jouer des rebelles, vous n'allez pas jouer des pilotes rebelles, hein, vous avez, parce que effectivement, vous n'avez pas les archétypes, ils sont dans l'âge de la rébellion, et vous n'allez pas non plus jouer des Jedi. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans Force et Destinée. Alors, vous allez me dire, se couper de la Force dans un jeu de Star Wars, c'est con. Alors oui et non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez quand même jouer des personnages sensibles à la force.
et donc qui vont avoir un peu de pouvoir sans être vraiment des Jedi. Hein. On joue à l'époque où les Jedi sont pourchassés, vous connaissez le lore autant que moi, voire mieux. Et donc, par contre, des personnages sensibles à la Force, ce sera peut-être des anciens apprentis Jedi en fuite. Hein. Je vous rappelle que la République n'existe plus depuis une vingtaine d'années, d'ailleurs. Ou alors, effectivement, que la Force, parfois, chez certains êtres, apparaît. Et donc, vous avez la possibilité de jouer quelqu'un de sensible à la force. Et ça, j'aime bien. Alors, bien sûr, ça va pas être, vous n'allez pas jouer Luke, vous n'allez pas jouer Obi-Wan, vous n'allez pas avoir des pouvoirs extraordinaires, mais vous allez avoir un embryon de pouvoir, et je trouve ça relativement sympa. Ça ne coupe pas complètement la possibilité, mais en tout cas, si vous voulez jouer un Jedi, vous pouvez pas. Ça, il faut être bien clair, les règles ne sont pas dans ce bouquin. Voilà, grosso modo, à ce qu'on joue, ce qu'on ne joue pas, où on le joue. Maintenant, je vais vous parler un peu, donc un peu plus en détail de la création du personnage et du système. Alors, si on rentre dans le détail de la création du personnage, donc après avoir choisi une race, hein, vous avez des valeurs de base, de caractéristiques. Hein. Donc, un personnage est qualifié en fonction de sa vigueur, son agilité, son intelligence, sa ruse, sa volonté et sa présence. Donc, en fonction de la race que vous choisissez au départ, les valeurs changent. Hein. Donc, les humains, en gros, ont 2 partout. Les autres, bah, c'est une variation. Hein. Voilà. Vous avez un seuil de blessure, un seuil de stress, parce qu'en fait, les dégâts sont... la santé de votre personnage est splittée en deux, entre les blessures, ça c'est les dégâts physiques, et le stress, comme son nom indique, c'est tout ce qui peut stresser votre personnage. Donc, quand ces seuils arrivent à 0, votre personnage, en gros, est neutralisé. Mais je vous parlerai de la santé plus tard, parce que c'est beaucoup plus intéressant que ce que je viens de vous dire. Vous avez quoi d'autre? Donc, vous avez une capacité spéciale, éventuellement. Hein, donc, pour chaque race, vous avez quand même une explication, la physiologie, la société. C'est pas mal foutu, c'est assez concis, mais c'est pas mal. Hein, c'est vraiment... moi, j'aime bien. C'est bien fait. Donc, vous allez choisir un archétype. Par exemple, admettons, là, je prends le premier, on va prendre le chasseur de primes. À noter que là, vous avez un droïde. Hein, vous pouvez très bien jouer un droïde. Et donc, ah oui, parce que ce que je vous ai... Donc, vous allez devoir choisir votre archétype, et vous voyez, dans chaque archétype, vous avez une carrière, une spécialité de carrière. Le chasseur de primes, il peut être assassin, ou il peut être expert en survie, ou il peut être expert en gadget. Hein. Je crois qu'il y en a 3 à chaque fois, effectivement. Pour chaque archétype, vous avez 3 arbres de spécialité. Donc, en fait, ça, c'est des arbres de talent. Hein, et c'est assez classique, c'est-à-dire que ça vous donne des capacités spéciales. Hein, par exemple, robustesse, le premier, ça va vous donner votre seuil de stress, il va augmenter de 1. Vous allez pouvoir aller voir jusqu'à coup précis, qui est en bas de l'arbre. Donc, pour choisir coup précis, bien entendu, vous devriez avoir choisi une branche, ou celle-là d'ailleurs, et qui vous amène jusque-là. Hein, vous voyez, vous avez le choix par là, ou par là, ou par là. Voilà. En sachant que en fonction que vous descendez dans l'arbre, ça vous coûte de plus en plus de points d'expérience à investir. En sachant qu'au départ, je vous ai parlé des caractéristiques et vous avez des points d'expérience à la création de votre personnage pour investir justement dans ses caractéristiques, dans ses talents et dans ses compétences. Donc ça, c'est les talents. Et vous avez pour chaque... le colon, vous avez le médecin, vous avez le diplomate, vous avez l'érudit, à chaque fois avec ces arbres de spécialité. Les mercenaires, bon, je ne vais pas vous tous vous les faire parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Vous avez le contrebandier, il peut y avoir des spécialistes en pilotage. Voilà. En sachant qu'il y a, alors il est plus loin, et je ne vais pas le retrouver comme ça, c'est sûr. Bah si. Vous avez un arbre de talent absolument universel, donc que n'importe qui peut prendre, qui est juste, enfin, n'importe qui. Pour un personnage qui souhaite être sensible à la force. Alors, rien ne vous interdit de l'être, rien n'interdit à tous vos joueurs d'être sensibles à la force. Donc moi, j'aime bien avoir éventuellement un personnage. Bon, après, si j'ai d'autres joueurs qui veulent absolument l'être, pas de souci. Mais en fait, je m'aperçois qu'il y a pas mal de personnages qui ne veulent pas vraiment l'être. Il y en a d'autres, ça les botte bien. Donc vous avez un arbre de talent particulier
pour les, alors vous voyez, voilà, donc là l'archétype c'est fugitif de la force, et vous allez pouvoir taper dans cet arbre de talent parce que vous avez un point de force et vous en avez qu'un, effectivement, mais ça va vous donner accès effectivement au talent et au pouvoir de la force, enfin, en tout cas, à ceux qui sont décrits dans le bouquin, et je crois qu'il n'y en a que 3 en mémoire, il n'y en a pas énormément, hein, ils sont relatifs, ils ne sont pas très très forts, vous n'avez qu'un point de force pour chacun, alors que dans le Force Destinée, là, vous en avez beaucoup plus, effectivement, puisque là, vous allez pouvoir jouer des Jedi qui ont fini leur formation, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc l'expérience de départ, comme je disais, on peut améliorer les caractéristiques, on peut acheter des rangs de compétences, parce que vous avez un tas de compétences qui sont ici. Alors là, ouais, là il y en a un paquet. Hein. Vous avez toutes ces compétences-là. Alors une compétence, elle est toujours adossée à une caractéristique. Et les compétences couvrent à peu près toutes les situations qu'on va pouvoir rencontrer dans l'univers. Donc là, après, vous voyez, c'est du classique. On va vous donner... Alors, c'est du classique, oui, mais vous voyez, une compétence, ça a quand même pas mal de trucs avec des effets différents. Et alors, l'accessibilité, du coup, sur les premières parties, on va voir, mais là, je vais faire une première partie avec ce système-là, et je pense qu'on va prendre un peu de temps quand même pour regarder tout ça, comme ça fonctionne, comment ça s'articule au niveau de chaque compétence, parce que ce n'est pas simplement des... vous voyez, par exemple, quand vous obtenez des résultats spéciaux, vous pouvez faire certains trucs avec quelque chose de particulier à votre compétence, et ça, bah, il faut le savoir. Voilà. Vous avez toutes les compétences qui sont là, mais après, je vais vous parler du système, comment il fonctionne. Hein. Les talents, alors les talents, bah, les talents, c'est bien ce que je vous ai donné tout à l'heure. Oui, hein, c'est bien ça. Ah oui, vous en avez un paquet. Hein. Vous en avez un paquet. Hein. Donc c'est pareil, les talents, en fait, il y en a certains que vous pouvez avoir des rangs ou pas, tout est résumé ici. Et donc chaque talent vous donne une micro-règle, hein, bien entendu. Alors bah, tout ça, il faut que vos joueurs l'intègrent. Hein. C'est peut-être un peu le défaut du système sur les premières parties, à mon avis. C'est peut-être pas si simple que ça. Voilà. Bon, voilà. Pour grosso modo, la création des personnages. Donc, vous allez donc, pour résumer, vous avez des caractéristiques, des spécialités, hein, des talents et des compétences. Et tout ça est articulé au sein et fonctionne toujours de la même manière au sein d'un système unifié, lui par contre, qui est pas mal du tout. Voilà ce que je peux vous dire sur la création du personnage. Alors, je ne veux pas vous noyer tout dans le système, on va faire un petit break, et je vais vous montrer la classe du bouquin, parce que bien que ça soit Star Wars et qu'à peu près tout le monde connaît le lore, on a quand même une bonne présentation, quelque chose d'assez conséquent. Et ensuite, je reviens sur le système. Alors la bonne surprise pour moi dans le Star Wars de chez Edge, c'est le soin quand même qu'ils ont pris alors sans rentrer dans des gros détails, mais à survoler de grands thèmes en fait de la galaxie de Star Wars qui va vous permettre en fait d'aller au-delà de ce que vous pouvez savoir dans des films, on va dire. Hein, vous avez les grands couloirs hyperspatiaux. Comment ça marche? Pourquoi on utilise des couloirs hyperspatiaux? Une carte de la galaxie, bon, okay. J'aurais préféré une carte détachable parce que vous voyez, avec la reliure, bah, voilà, quoi, donc on doit la trouver sur le net, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. On va vous décrire à chaque fois le noyau profond avec ses sites notables, les mondes du noyau, vous voyez, les colonies, avec à chaque fois l'autorité coloniale, l'autorité impériale, l'expansion, en fait, la bordure intérieure, la région d'expansion, et à la fin, vous avez encore la bordure médiane, les territoires de la bordure extérieure. Vous voyez, on a quand même pas mal d'informations. L'espace sauvage, les régions inconnues, donc vous allez pouvoir effectivement, à travers ce aux confins de l'Empire,
développer des scénarios qui sont un peu à la marge de... Ça va pas être comme les films de Star Wars, en fait, les gros trucs qui vont se passer, hein, la destruction de l'étoile noire, à la limite, bon, vous pouvez en être, mais bon, vous ne pouvez pas être dedans. Euh, mais en fait, votre fonds de commerce, il va être ailleurs, avec aux confins de l'Empire, et moi, je trouve que euh, c'est pas si mal que ça. Moi, j'aime bien, hein, parce que effectivement, l'Empire et la rébellion, bah, pour certains types, certaines nanas, ça peut être quelque chose de très loin où ils n'en ont pas grand-chose à faire, ou que ça peut être pour eux peut-être une source de gain, euh, une source en fait de revenus pour vivre. L'espace Hut, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors à chaque fois, on a des petits encarts comme ça avec une petite histoire, machin. C'est un peu du roleplay. J'aime bien le secteur corporatiste, les autres sites. Hein, vous voyez, voilà, les ports fantômes, la centralité. On a quelques planètes de décrites. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les Bespin, par exemple, Corellia. Donc il y en a une, deux, trois. Kessel, qui n'est pas vraiment une planète. Quatre. Mais voilà. Quand on parle de quand on parle de rebelles, on pense à Han Solo. Enfin, quand on parle de contrebandier, on pense à Han Solo. Et Han Solo, il a la passe de Kessel. La Luta, Ormantal, vous voyez, c'est quand même pas mal du tout. Alors, bon, il y en a quand même quelques-unes, mais c'est décrit. Vous avez quand même des descriptions succinctes. Hein, on n'est pas dans un atlas planétaire. On continue, parce que là, on a eu vraiment l'atlas général. Après, on a la loi et la société. J'ai trouvé ce paragraphe très intéressant, avec la hiérarchie impériale, la comporn. Non, c'est pas ce que vous pensez. Les renseignements impériaux, comment s'articulent les forces militaires de l'Empire. Vous avez une partie sur l'Alliance aussi, comment elle s'intègre. Hein, on vous dit même que l'Alliance, mais en fait, c'est pas forcément que des gentils. Hein, enfin, si, à la fin, c'est des gentils, mais ils vont peut-être utiliser des moyens pragmatiques. Vous voyez, pour contrer l'Empire. Donc là, vous avez toute la partie sur l'Alliance, vous voyez. Le Soleil Noir, qui sont des organisations à la marge de l'Empire, à la marge de l'Alliance, hein, c'est plutôt des organisations criminelles qui agissent dans la galaxie. Les Hutt, d'autres organisations, effectivement, des pirates. Vous avez la galaxie de Star Wars se dépeint forcément que l'Alliance contre l'Empire Galactique. Et ce bouquin fait le focus dessus. Et franchement, moi, je trouve ça très intéressant. Très, très intéressant. Il est hors la loi. Alors après, bon, vous avez, bon, on reviendra dessus, les adversaires, en fait, c'est une forme de bestiaire du bouquin. Voilà, donc en fait, tout ce niveau d'atlas, de présentation de présentation de la galaxie, de présentation de ses lois, etc., bon, ça représente quoi? C'est pas non plus, c'est pas non plus la majorité du bouquin. Il faut pas déconner. Vous avez quoi? Ça va de la page 325. C'est assez condensé. À 387, donc vous avez quand même 60 pages, ce qui est honorable dans un livre de base. J'ai déjà vu mieux, mais j'ai déjà vu pire. Donc on est dans la médiane et ce qui est dedans, c'est pas que du remplissage, c'est intéressant. Voilà ce que je peux vous dire en fait sur la classe de la galaxie, de la loi, de tout ce qui est présenté pour vous emmener le monde de Star Wars à votre table, en tout cas aux confins de l'Empire. Alors maintenant, je vais vous parler du système. Alors le système, c'est souvent ce qui porte défaut au jeu, c'est les critiques qui sont amenées la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système est basé sur des dés spéciaux. Alors, il y a d'autres jeux qui ont des dés spéciaux. Hein, il y a Conan, il y a Alien, etc. Mais ces jeux-là, on peut quand même les jouer avec des D6 normaux et convertir un peu. Là, c'est absolument impossible. Même si c'est une table de conversion, on ne peut pas, c'est pas jouable. Il faut vraiment avoir les dés spéciaux du jeu pour jouer. Alors effectivement, ça peut être gênant. Un set de dés, je sais plus, il a 15 balles, un truc comme ça. Donc voilà, en tout cas, le système, maintenant, je vais vous montrer, là, vous voyez, les dés, il y en a un certain nombre, et surtout de types différents. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la base du système, c'est les D6, enfin, les dés verts et les dés jaunes. On verra tout le reste après. Voilà.
Alors, pour vous montrer ça, je vais prendre une feuille de perso. Ça, c'est pas la feuille de perso officielle, c'est une feuille alors elle vient de chez c'est Axel Bouet qui l'a créée. Elle est vraiment chouette, donc il faut le dire, voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Tout se base en fait sur vos caractéristiques qui sont ici et vos compétences qui sont ici. Hein. Les talents, c'est vraiment autre chose, c'est des exceptions à la règle, c'est un peu des pouvoirs particuliers, mais un dé pour réussir une action, tout se passe avec la caractéristique et la compétence. Alors, je vais vous donner un exemple. Admettons que, je ne sais pas, on va prendre arme légère, vous tirez un coup de blaster. Admettons que vous ayez 2 croix là-dedans. Arme légère, vous voyez, c'est agilité. Et admettons que vous ayez 3 en agilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de dés verts vont être le nombre des verres pour constituer votre main, ça va être la valeur la plus haute entre votre caractéristique et votre compétence. Donc ici, ça va être 3. Donc vous allez prendre 3 dés verts. Ensuite, vous allez améliorer vos dés verts. Alors améliorer les dés verts, ça veut dire changer un dé vert et remplacer en dé jaune. Hein. Il y a plus de résultats, c'est un dé à 12 faces et il y a plus de résultats favorables sur le dé 12 que le dé 8 vert. Donc dans ce cas-là, vous allez prendre la plus petite valeur des deux entre votre caractéristique et votre compétence, donc ici 2, et vous allez pouvoir remplacer 2 dés verts par 2 dés jaunes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a sur ces faces de dés? Alors, on a une espèce d'explosion d'étoiles. Ça représente un succès. Qu'est-ce qu'on a? On a un zigouille, là, je ne sais même pas ce que c'est, ce que ça représente comme truc. En tout cas, ça va vous donner, ça va être un avantage, on va dire. Hein, donc ce n'est pas un succès, c'est un avantage. Mais j'y reviendrai après. Vous avez par exemple un succès et un avantage, 2 succès, ou rien du tout. Voilà. Sur les dés jaunes, qu'est-ce qu'on a? On a exactement la même chose, sauf un symbole supplémentaire, qui est celui-ci, qui est le symbole de triomphe. Un triomphe, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une réussite et un critique, grosso modo. Voilà. Et donc j'ai dit, voilà, vous avez constitué votre main, la voici. Alors, dans tous les autres jeux, enfin, pas dans tous, mais dans beaucoup de jeux, on a le fait de devoir battre une valeur de difficulté donnée par le maître de jeu. Alors là, on ne bat rien du tout. Le maître de jeu va vous dire, bah, c'est une difficulté 2, et dans votre main, vous allez rajouter des dés violets, qui sont en fait des dés de difficulté. Une difficulté moyenne, c'est 2 dés. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez cette espèce de triangle, et vous avez cette espèce de symbole un peu Empire Galactique, si on veut. Ceci, un symbole, un triangle, va annuler un succès. Ça, c'est une menace. Une menace va annuler un avantage. Voilà. Donc, admettons que je fasse ça. Qu'est-ce que j'ai là? Ben là, j'ai un succès, 4 avantages, une menace, un échec. L'échec annule le succès. La menace va annuler un des avantages. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à la fin? Il me reste 3 avantages. Donc, 3 avantages, il ne me reste pas de succès, ça veut dire que j'ai raté mon action. Par contre, il me reste des avantages. Et c'est là que le jeu arrive dans sa partie un peu narrative, on va dire. Quand il vous reste des avantages, que votre action est réussie ou pas, vous allez être amené à les interpréter. Comme par exemple, alors là, admettons que je tirais sur un Stormtrooper qui déboule d'une ruelle de Mos Eisley. J'ai pas de succès, donc je l'ai raté. Par contre, qu'est-ce que je vais dire au maître de jeu? Ben, j'ai 3 avantages. En fait, je viens de tirer, je l'ai raté, mais j'ai tiré une cuve de je ne sais quoi qui vient d'exploser devant lui. Alors ça ne va pas lui faire de dégâts, mais par contre ça lui brouille complètement sa vision, et donc moi je peux me barrer. Ça, c'est le résultat des avantages par exemple. Alors, quoique je vous donne un exemple sur les combats, alors ça marche, on peut inventer, mais les combats sont un peu plus, comment dire, normés. C'est-à-dire les avantages vont vous permettre aussi, en cas de succès, de faire un critique. Sur les armes, vous avez une valeur de critique.
un blaster, je crois que c'est 3 ou 4, enfin bon, bref, peu importe. Et donc, ça veut dire que si vous obtenez 3 avantages, à condition que vous ayez réussi à toucher votre cible, hein. Donc admettons qu'il me reste ça, donc il me reste un succès et 3 avantages, donc je vais l'avoir touché, et je vais avoir, vu que j'ai j'ai un succès, donc j'ai touché mon Gugus. Dans ce cas-là, je vais lui donner en dégâts la valeur de mon arme plus le nombre de succès. Et en plus, vu que, admettons que c'est une arme qui avait une valeur de critique 3, là j'ai 3 avantages, donc je vais pouvoir dire j'inflige un critique. Et c'est valable dans l'autre sens aussi. Ça, c'est le système de base. Le système de base qui s'applique, et là ça c'est bien, ça s'applique à la fois aux combats terrestres, aux actions, aux combats spatiaux, aux véhicules terrestres, etc., etc. Le système en lui-même, je le trouve assez uniforme, et là, dans ce cas-là, moi j'aime bien, on n'a pas des sous-systèmes différents. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est... Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le système à ce niveau-là. Je vous parlerai peut-être après des critiques et ce genre de choses. Mais là, enfin, des points de vie. Mais là, je parle des réussites des actions. En plus de ces dés violets, jaunes, machin, etc., vous avez des dés bleus, qui sont des dés d'avantage. Donc, le maître de jeu va pouvoir vous donner des avantages en fonction de la situation, en fonction d'une réussite de quelqu'un d'autre avant vous, etc. Et il va vous donner un dé bleu, deux dés bleus, ou rien du tout, ou ce qu'il veut en fait. Et qu'est-ce qu'on va retrouver là-dessus? On trouve que des trucs positifs, on trouve des succès, on trouve, comme les verts, hein, on trouve des avantages, et puis rien du tout, éventuellement. La contrepartie de ça, c'est que vous pouvez donner aussi à votre joueur des dés de désavantage. Alors ça ne s'appelle pas des dés de désavantage, les bleus c'est pas des dés d'avantage non plus, les bleus s'appellent des dés de fortune, et les noirs des dés d'infortune. Donc c'est exact, mais vous voyez un peu le principe. Et là on est exactement le même principe, c'est-à-dire si vous voulez donner un désavantage à votre joueur, vous lui donnez un dé noir, et là-dessus vous avez des symboles de menace, des symboles d'échec, et puis en gros, et des symboles de rien du tout. Voilà. Maintenant, il y a encore un petit truc. Et ça, on le voit beaucoup avec ceci. Et ça, c'est une mécanique que je trouve très dynamique. C'est-à-dire, en début de partie, vraiment en début de partie, hein, pour toute la session, chaque joueur va lancer un dé de force, un dé blanc. Qu'est-ce qu'on a sur ce dé de force? On a des points noirs, et on a des points, je vois rien, des points blancs. Un point blanc va vous donner un token. Alors, on fait ça, tous les joueurs autour de la table vont lancer un dé et on va mettre à disposition de tout le monde le résultat des dés de tout le monde. Donc, un point blanc va vous donner un point lumineux, un point noir va vous donner un point sombre. Un joueur, quand il dépense un point lumineux, il peut convertir un dé d'aptitude en dé de maîtrise. Donc, admettons que tout à l'heure, par exemple, qu'est-ce que j'avais ceci. Si je dépense un point lumineux, alors quand je dépense un point lumineux, c'est ça qui est bien, et c'est là que ça donne la dynamique au jeu. Il passe sur le côté obscur. Et dans ce cas-là, vous remplacez votre dé vert par un dé jaune. Et vous lancez vos 3 dés jaunes avec vos dés de difficulté associés. Mais c'est valable aussi pour le maître de jeu. Alors, vous pouvez faire ça pour vous avantager ou pour désavantager l'adversaire. Si vous voulez désavantager l'adversaire, c'est-à-dire sur vos dés de difficulté, vous pouvez décider d'en remplacer un par un dé de défi qui est ici. Donc c'est un dé rouge. Alors le dé rouge, il a exactement les mêmes symboles, sauf qu'il en a un en plus, qui est en fait le désastre. Et le désastre, effectivement, c'est un échec critique. Et donc c'est le maître de jeu qui, lui, va pouvoir dépenser les points noirs, et vous allez pouvoir dépenser les points blancs. Et il y a cette dynamique, en fait, de points qui change, du coup, tout au long de la partie, et très rapidement, et moi, je trouve que ça donne une vraie dynamique au jeu, et je trouve ça très, très sympa. Voilà ce que je peux vous dire sur le système d'une manière générale. Alors, ça fait un peu peur quand on lit comme ça, et puis moi, le premier, hein, et mes joueurs également, quand on a lu la première fois, on s'est dit, putain, ça va être compliqué. Et en fait, le plus compliqué, c'est pas... On s'y fait assez très rapidement, en fait, de repérer les symboles. Par contre, ce qui est compliqué, c'est d'interpréter les avantages
et les menaces. Parce qu'en fait, là, ça va être narratif, et il va falloir inventer quelque chose à la volée. C'est pas si évident que ça. On se pas obligé de le faire à chaque fois, hein, bien sûr. Hein. D'ailleurs, à mon avis, c'est pas possible à chaque jet de dés d'inventer quelque chose. Donc voilà. Mais en tout cas, la complexité pour moi, elle est là, elle est d'interpréter ces fameux résultats d'avantage ou de menace. Hormis ça, ça roule tout seul. Et, ce qui est bien, c'est qu'il est uniforme. C'est pas une accumulation de règles, il est tout à fait uniforme. Bien, maintenant je voudrais vous parler un peu de la santé et de tout ça. Enfin. Alors je voulais survoler maintenant un peu le système de dégâts. Donc comme je vous ai dit précédemment, quand il vous reste un succès, ça veut dire que vous avez touché. Les armes, alors il est assez complet hein, le système de dégâts, vous avez des dégâts pour la corrosion, vous avez des dégâts pour le feu, pour les chutes, etc. etc. On va passer les détails. Mais par exemple, vous avez, par exemple les armes à distance, on va prendre un blaster classique. Un blaster classique fait 6 points de dégâts à une valeur de critique de 3. Donc une fois que vous avez terminé, qu'il vous reste un succès, donc ça veut dire que vous avez touché, et donc vous allez infliger en nombre de points de dégâts la valeur de votre dégât de votre arme, plus le nombre de succès, et donc vous allez, à ça, vous allez déduire la valeur d'encaissement de la cible, qui est un peu sa résistance, son armure, ou son armure naturelle, ou son armure tout court, et infliger les points de dégâts sur une valeur de blessure. Alors une valeur de blessure, en général, pour un humain, par exemple, la valeur, c'est 10 plus sa valeur de vigueur. Donc, en général, on va taper autour de 12, 11, enfin, 11, 12, 13, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Quand vous arrivez à 0, vous êtes HS. Quand vous avez arrivé à 0, vous prenez une blessure critique qui se trouve ici. Blessure critique, vous lancez un dé 100, plus vous faites haut, plus c'est grave. Hein, on va de la petite entaille, donc rien du tout, pas grand-chose. Alors, sachant que là, vous allez prendre un point de stress parce qu'on a une jauge de blessure et une jauge de stress. Hein. Les jauges de blessure, c'est tout ce qui est physique, le stress, c'est tout ce qui est mental. Vous voyez bien, une situation stressante, quelque chose qui va vous des dégâts, ou des valeurs de genre un blaster qui est réglé sur étourdissement. Il va vous vous faire prendre des points de stress. Bien. Donc, mon critique, il va de la petite entaille jusqu'à la mort si on est à 151 ou plus. Je vous ai dit que c'était un des 100. Vous allez me dire comment on arrive à 151. C'est simple. Chaque fois que tous les critiques que vous avez pris précédemment vont ajouter 10 à votre jet. Donc, ça peut monter effectivement très haut. Donc effectivement, on va de la petite entaille à la mort, en passant par la mutilation et devenir l'Anakin moyen sur Mustafar. Donc voilà, et donc la seule manière de mourir, c'est de taper dans un critique qui fait 140 et des brouettes, et plus, et là dans ce cas-là, votre personnage va mourir. Autrement, vous allez vous relever plus tard, etc. Et donc, alors même s'il faut faire gaffe, même si ça peut être dangereux, on est quand même un peu dans l'esprit même si sur une action, l'action est vraiment dangereuse, mais vous pouvez espérer vous en sortir ou être capturé ou ne pas mourir d'un coup de blaster. Pourquoi parce qu'on est dans Star Wars, votre coup de blaster, oui, ça pourra arriver, un coup de malchance, une accumulation de critiques, etc. En sachant que pour les combats spatiaux, on a exactement la même chose sur les vaisseaux. On a une table de critique également qui va les détruire ou les endommager fortement, détruire des systèmes, etc. Et ça, moi, j'aime beaucoup, j'adore les tables de critique, donc ça, c'est pas une surprise. Donc j'aime beaucoup ce système à ce niveau-là. Voilà ce que je peux vous dire sur un peu les dégâts. Alors comment on récupère tout ça, je ne sais même plus. Récupérer des blessures, vous voyez, vous avez le repos naturel. Une nuit complète, vous éliminez une blessure. Hein, il va falloir du temps. Après, vous avez les soins médicaux. Hein, et vous avez la cuve à Bacta, par exemple. Hein, vous voyez Luc avec le droïde de médecine à la fin du deuxième, c'est ça. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire sur
le combat et les dégâts et la santé. Voilà. Ah oui, ici, je vais revenir sur un point au niveau de la création du personnage parce que j'ai complètement oublié. Et franchement, c'est une particularité en fait de ce volume-ci. Vous avez les obligations. Parce que comme je vous ai dit, en fait, votre personnage, qu'est-ce qu'il fait? Ça va être quelqu'un qui est un peu à la marge de la loi, qui a peut-être vous voyez, comme Solo, qui a des contrats avec les Hutt, qui a des dettes avec les Hutt. Et donc là, ça va être exactement pareil. C'est que, si je la retrouve, vous allez avoir des obligations, et les obligations sont là voilà, les obligations sont ici pour vous simuler un peu la fameuse dette de Solo qu'a vis-à-vis de Jabba. Et ça donne une petite touche contrebandier, une petite touche vaurien, une petite touche limite de la société avec les syndicats du crime ou les trucs illégaux. Et ça, j'aime bien. Vous avez des règles pour pouvoir, effectivement, si vous êtes vraiment borderline, bah, rencontrer un sénateur, ça va pas être possible, par exemple. Peut-être que votre obligation, si vous ne l'honorez pas, bah, la deuxième fois, vous aurez une invitation, un avertissement. Si la troisième fois, vous ne l'honorez pas, bah, peut-être que votre débiteur va vous envoyer des gars pour vous expliquer que la fête est finie, par exemple. Donc, en fait, moi, ce système d'obligation, et ça, c'est un système qui est différent en fait dans chaque gamme. Hein. Je ne les ai plus en tête, les autres, mais par exemple, vous avez les obligations, c'est uniquement dans Aux confins de l'Empire. Donc, c'est vrai pour vous ancrer dans le thème en fait du bouquin. De quoi je vous pourrais vous parler d'autre comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez un bestiaire. Hein, voilà, c'est les adversaires, mais en fait, c'est un bestiaire. Alors vous n'avez pas des personnages nommés, on va dire, hein, mais ça va être effectivement des grands groupes de personnages, des personnages de spatioports, des chasseurs de primes, des forces de l'ordre, etc., etc. Les Stormtroopers sont ici, voilà, etc. Donc en fait, vous avez quand même un bestiaire assez intéressant pour développer vos rencontres. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que je peux vous dire autre chose sur Star Wars? Bah, pas grand-chose. Je pense qu'on arrive à peu près à la fin. Donc, ouais, je vais conclure ici et puis je vais conclure. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de Star Wars? Bah, en fait, j'en pense pas mal de bien. Hein. Comme je vous ai dit, on couvre quand même pas mal de choses. Euh, ça a l'air d'être un peu épique. Ça a l'air d'être un peu. Enfin, le jeu est fait pour être, comment dire, oui, épique, que ça se bouge tout le temps, que ça soit de l'action à la Star Wars. Donc à ce niveau-là, je trouve que ça colle vachement au thème. Je trouve que cette idée du confin de l'Empire est vachement bien. Pour moi, d'ailleurs, est beaucoup plus intéressant que le reste. Mais après, chacun trouve son intérêt où il le souhaite. Euh, les bémols que je mettrais, c'est effectivement c'est des spéciaux qui finalement seront peut-être un peu difficiles à interpréter. Je ne sais pas, on va voir, peut-être pas, peut-être que je me trompe. Hein. Mais dans un premier temps, comme ça, c'est une approche qui est un peu différente des autres jeux hein, quand même. On n'a pas j'ai pas trouvé ce système ailleurs, quoi. Hein. Donc je crois que s'il était sorti dans un autre jeu aussi, je sais plus lequel. Enfin bon, bref, mais c'est quand même assez particulier. Hein. L'interprétation des dés risque d'être un peu difficile dans les premiers temps. Ce que j'aime pas trop, c'est le saupoudrage entre les trois bouquins de la gamme. Un côté mercantile, je vois bien. Peut-être qu'aussi, s'ils auraient fait qu'un seul bouquin, on aurait eu une Bible. Peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, par exemple, si vous voulez jouer d'autres races qui sont. Alors, en sachant qu'il y a du homebrew qui a déjà été fait, il y a des PDF qui couvrent en gros toutes les races qui existent et pas uniquement dans ceux de la gamme, qui est vachement bien fait. Mais par exemple, les vaisseaux, bah, vous n'aurez pas tous les vaisseaux, en fait, tous les vaisseaux de Star Wars ne vont pas apparaître ici, vous allez les avoir dans d'autres bouquins de la gamme, ce qui peut être éventuellement un peu décevant pour celui qui n'est pas au courant. Donc en fait, ils ont préféré couper la gamme en trois. Donc effectivement,
les contrebandiers, les gens à la marge de la société, à la marge de l'Empire, à la marge de l'Alliance. Force est destinée... Alors, comme je vous ai dit, vous n'allez pas pouvoir jouer des Jedi, vous allez pouvoir jouer des gens quand même sensibles à la Force, donc faire quand même 2-3 tours de passe-passe, comme disait je ne sais plus quel officier de l'Empire qui a mal terminé. Et par contre, vous n'allez pas pouvoir jouer des Jedi. Les Jedi vont être dans Force et Destinée, qui va couvrir tous les personnages qui, eux, ont accès pleinement à la Force. Et l'âge de la rébellion, lui, va vous permettre de jouer au sein de la rébellion, donc vous allez plus avoir des missions d'espionnage, des missions de militaires. Là, vous allez plus avoir des missions borderline, on va dire. Vous allez peut-être être au service d'un baron du crime pour aller voler quelque chose, pour aller négocier je ne sais pas, un transpondeur galactique à je ne sais qui, et enfin tout ce genre de choses. Donc en tout cas, pour moi, ma conclusion, c'est qu'Aux confins de l'Empire me semble un très bon jeu, une très belle gamme, avec le petit problème de la disponibilité de la gamme. S'il n'est pas toujours disponible, au fil des réimpressions, les réimpressions peuvent prendre quand même pas mal de temps. Les idées ne sont pas toujours faciles à trouver non plus, et on en a besoin pour jouer. Voilà ce que je peux vous dire donc aux confins de l'Empire. En tout cas, j'espère que ma petite présentation rapide vous aura donné au moins envie de jeter un coup d'œil au jeu. Et voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Et puis un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Alors, je vais vous faire une deuxième conclusion. D'ailleurs, je vais peut-être mettrai à la fin, en fait, un petit tour de table qu'on a fait une fois qu'on a joué la première partie. Donc la deuxième conclusion, c'est parce qu'on a joué. On a joué à Star Wars pour la première fois, la version Edge. Et je vais vous dire ce que mes joueurs en ont pensé. En fait, déjà ce que j'en ai pensé moi j'avais un peu peur, je vous jure que j'avais un peu peur en fait de ces dés à interpréter, etc. Et puis finalement, on s'y fait rapidement. C'est assez dynamique, c'est assez rapide, ça marche bien. Donc, mon appréhension du départ, en fait, n'était peut-être pas... c'était sans doute justifié, parce qu'en fait, un système avec des dés comme ça, moi, personnellement, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. On n'y a jamais joué, en tout cas, jusqu'à présent. Et finalement, le système roule bien, il roule vraiment bien. Donc à ce niveau, pas de souci. D'ailleurs, en fait, je vais vous montrer un petit truc, vous allez voir, sur un petit tour de table de mes joueurs, là-dessus. Voilà, donc le petit tour de table de mes joueurs arrive en bonus juste après. Bon, les petits gars, Ouais. Pas de la première partie. Ouais. Donc, Moi, je kiffe à mort. Non, mais là, on a failli tous y mourir. Hein. Non, je kiffe. Je trouve que en plus, il y a un côté vraiment très bien rendu. Alors, c'est vrai que c'est des salopards, parce que si t'as pas les dés, tu peux pas jouer. Hein. Si t'as pas les dés, tu peux pas jouer. Si, parce qu'ils ont une table. Ils ont une table. Il y a une table. Il y a une table de conversion. Alors, déjà que c'est. Alors, du alors j'ai 8. Alors, du 8, ça me fait ça. Non, mais t'as la version électronique. Ah, ok. Oui, mais tu la payes. moi, je déteste lancer les deux. Des gens qui veulent. Une solution. Nous aussi, on aime bien les dés Bon. dans la main. En Ça, tout c'est cas, pas là, moi. Il faut que je prenne une autre carte parce que c'est pas intéressant. avant de remballer, on fait un tour de table, donc on fait comment on fait
Ah, bah, Ah, c'est c'était vraiment sympa. Vraiment, on est bien dans le Mais c'est- fonctionnement. attends, Après, c'est vachement c'est facile. plus, attends, c'est pense plus que les persos- mortel que Star Wars, que les films. Hein. Ah non, mais bon. On est débutants en même temps. Les films, en fait, il y a plein de modes dans les films. Hein. Mais pas les Non, héros. mais pas les héros. Pourquoi des héros Bah, Bon, quand tu lis les D'ailleurs, règles, vous êtes tous vivants. quand tu lis Ah oui, les tout à règles, fait, tout à fait. Non, quand tu lis les règles, là, dans le type que tu nous as envoyé, il parle que c'est un héros, quoi. Ah bah, la preuve, vous êtes vivants. Oui, oui, mais alors. Il reste combien de points de blessure Non, moi, je suis à Deux. il a 0, 0, 0. Et Ah, toi, dix. Par contre, ça va coûter un max de crédit de réparer le cargo. On a bon d'ailleurs. On n'avait déjà pas les 600. On peut revendre l'appareil à 600 comme ça. Denis, t'en as pensé quoi, toi? Ah, j'ai bien aimé. Ah, c'est sympa. Ouais, c'est c'est cool. C'est vraiment cool. faut vraiment faire. Et puis, effectivement, il faut vraiment faire un groupe Ah bah, Philippe avait totalement raison en disant multi. un Star Wars. De toute façon, tu l'as dans les films. Hein. Si tu multiplies pas les compétences, t'es dans la merde. Ouais, tout à fait. Si tu fais que des gros lourdeaux qui tirent, Donc, il y a le bah, blaster. là, dans le vaisseau, personne Et ne va. il faut certaines compétences, voire même en double. Même. Oui, alors normalement, en fait, le Gravité 1300, il y en a qui peut prendre la place de copilote. Quand tu prends la place de copilote, tu as une action de plus de pilote. Ouais, ça. Bon, là, vous aviez effectivement. Il faut piloter espace. C'est qui est-ce qui a piloté espace? Moi. Là, toi? Pas moi. Moi, je l'ai pris aussi. Pilote. Ouais. Lui, il s'en va. Lui. Je te posais la question. Comme tu Non, mais il es va te poser aussi, la question, mais comme t'es aussi un contrebandier, est-ce que tu avais pris pilotage quelque Non, chose? non, je sais pas. D'accord. Bon, à part avoir un petit blaster. Tu sais faire quoi? Tu sais faire Pas quoi? de vêtements. Mais rien, T'as pas de il sait rien à protection, t'as un petit flingue. Et alors? T'es un vaurien? Ouais, tu vaux rien. Non, mais il se voit aller. Non, le petit flingue, quand il a tiré avec ses dés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu Le as réussi. seul point Il faudrait peut-être lui donner un gros blaster, ça irait mieux. Le seul point qu'il faut, et je tirerai les feuilles la prochaine fois, il faut qu'on ait les feuilles en combat, ce que font les avantages et les désavantages. Ouais, je trouve ça pas beaucoup servi. Parce que il faut vraiment lire le truc. C'est-à-dire, si tu as 3 avantages en combat, bah, tu te transformes en un certain truc. Si tu as 3 désavantages en combat, tu te transformes en quelque chose. D'accord. Et ça demande à ce qu'on les ait sous les yeux chacun. Oui, Et donc, sinon- ça veut dire que ces tables-là, moi, je vous les tirerai. Ça, on n'a pas eu trop. Il n'y a pas eu tant que ça hein, de beaucoup d'avantages ou de. Tu sais, un avantage, ça t'amène déjà un débleu chez quelqu'un. Tu vois, avec ça, déjà, Ah oui, minimum. c'est déjà bien. Ouais, bon, il n'y en a pas eu tant que ça en fait. Hein. Ouais, ouais. Mais après, tu as des actions à prendre en compte. Il y a des actions, par exemple, là, aussi sur les vaisseaux. Par exemple, là, je me suis rendu compte qu'il y a une comment dire, on appelle ça, une compétence qu'il me faut, à un moment, il faudra athlétisme. Ça a l'air très con. Pourquoi? Bah justement, quand il y a énormément de comment dire, de feu, de machin, etc., tu fais athlétisme mécanique pour pouvoir réparer des vaisseaux et tout en... Il faut que j'ai sous les yeux les compétences. Parce que, Ouais. Mais C'est marrant, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on retravaille un petit peu ça, que chacun relise des compétences, ou dire ce que ça veut dire, quand est-ce qu'on l'utilise, etc. Exactement. Le système en lui-même, je le trouve plutôt efficace au niveau des combats spatiaux. Je trouve que ça marche plutôt pas mal, sachant que bon, il a utilisé un seul type d'action. Alors Mais il qu'il n'y en a pas 50 types. oui, il y en a 4 ou 5, je sais plus. Ouais, mais efficace, il n'y en a pas tant que Ouais. ça. Et franchement, c'est... Mais moi, je trouve quand même qu'en fait, au niveau du combat, c'est quand même. Que ça soit spatial ou c'est assez nerveux. Ouais. Et ça rend un peu, quand même, enfin, ça rend pas mal l'ambiance Star Wars. Et même si c'est nerveux et qu'on peut penser que c'est mortel, il faut quand même. Ouais, il Il faut... faut accumuler quand même les dégâts, si tu veux. Tu vas pas crever en un tir, quoi, si tu veux. Ah d'accord, tu fais en 2. En 2, tu peux. Non, même en 1, Non, tu peux. même pas. Personne n'est mort, non, tu peux pas. En un, c'est pas possible, t'as un critique.
Oui, mais tu peux aussi, par Faire des exemple, ans, à des ans. le mec te tire avec un laser lourd, il fait 4 réussites ou 3 réussites. T'es pas mort, t'es HS. Oui, t'es HS, oui, t'as Mais raison. le type, tu vas pas te tuer. Oui, c'est vrai que t'es HS. Sauf des armes qui sont sanguinaires, machin, etc., qui Ouais. vont donner un bonus au critique, et ils vont pas te tuer. Sinon, Jacqueline, je suis pas. Mais en fait, tu retrouves ça, pourquoi c'est pas si mal que ça, tu retrouves en fait les personnages comme lui, les HS, machin, bah, il va se réveiller, il se réveille là. C'est pas mortel, c'est pas punitif. Si tu Non, veux. non, je suis d'accord. Mais par contre, là, par exemple, typiquement, médecine, c'est super important. Comme dans tous les jeux que vous prenez jamais d'ailleurs. Oh, je jamais. Moi, j'essaye toujours de... Oui, mais toi, tu T'aurais penses pu que essayer. les autres, c'est des gros bourrins, qui Voilà. prennent master, et puis achat de main, ce genre de choses. Et comme à Warhammer, hein, personne n'a étudié médecine avant, au bout de 3 parties, et tu te dis, tiens, ce serait peut-être pas mal. D'ailleurs, il n'y a que toi qui as pensé dans cette affaire. Ouais. Les autres, non, il n'y a pas seul qui a médecine. Hein. Mais parce que là, il y a des trucs qui sont indispensables, quoi, clairement.